Année 2000, année record du siècle pour la création d'emplois. Année record pour le recul du chômage. On n'y croyait plus, cela faisait si longtemps. 2 générations presque que le chiffre grimpait. De 250 000 en 1967 à la barre qui fut réellement fatidique des 3 millions en 1993. À la télévision, ce mal de la fin du XXe siècle a laissé toutes sortes de traces. Discours politiques, patronales, syndicales, reportages, documentaires, téléfilms et même shows grandiloquents. Revoir ces images, écouter les propos d'hier et d'aujourd'hui des acteurs de ce drame, c'est faire surgir les premiers éléments d'une histoire du chômage. Dans le passé récent, nous ne connaissions pas le chômage, sauf en période de crise internationale généralisée, parce que nous n'étions pas une société industrielle moderne. En ce mois de janvier 1967, le Premier ministre de l'époque, Georges Pompidou, accorde une interview à la télévision française. La France d'alors ne compte que 250 000 chômeurs, et pourtant le Premier ministre s'inquiète. Nous sommes devenus une société industrielle moderne, et nous sommes en train surtout de le devenir. À partir de ce moment-là, le progrès technique fait qu'il y a constamment des industries qui périclitent, fait que constamment la mécanisation transforme les usines en des sortes d'immenses laboratoires où il y a beaucoup moins d'ouvriers et beaucoup plus de machines. Nous avons d'autre part des industries qui se concentrent, qui se fusionnent, et elles le font pour améliorer leur productivité, c'est-à-dire pour diminuer le nombre d'emplois par rapport à leur production. Et nous avons enfin les classes nombreuses nées après la guerre qui arrivent sur le marché du travail. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent. En permanence, il y aura en France un problème de l'emploi. En permanence, on devra veiller à ce que l'emploi soit assuré aux Français. La vision de Pompidou était une vision à moyen terme. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui à l'époque, et il me disait, ce qui serait intolérable, ce serait 500 000 chômeurs. Nous aurions la révolution à 500 000 chômeurs. L'inquiétude de Georges Pompidou se confirme tout au long de l'année 1967. Les vieilles régions industrielles comme les Vosges ou le Nord prennent de plein fouet le tournant de la modernisation. En l'espace de quelques mois, plus de 80 000 demandeurs d'emploi viennent grossir les statistiques du chômage. Dans le Nord, ça va mal. La surprise, c'est que ça va plus mal qu'ailleurs. En 1967, le chômage a doublé dans la région Nord-Pas-de-Calais. 50 000 travailleurs maintenant. Chiffres officiels, le Nord, c'est 7% des travailleurs de France et 12% des chômeurs de France. C'est une surprise. Comment le Nord, cette région pilote, cette espèce de roue française, a-t-il pu en arriver là? Eh bien simplement parce que les 3 industries de base qui ont fait la richesse de cette région, le charbon, le textile, la sidérurgie, en font maintenant, sinon la pauvreté, du moins apportent la menace d'une décadence progressive. Nous demandons qu'est-ce qui va remplacer les mines. Parce qu'une mine, elle occupe d'à quelquefois 800, 900 bonhommes, tandis que vous avez des usines qui emploient 60, 70 bonhommes. Et on se demande qu'est-ce qu'on va faire de nos enfants. Il n'y a rien de prévu pour les gosses. Et qui est responsable de tout ça? C'est bien de fermer les fosses, mais on aurait dû prévenir du boulot pour ces jeunes. On aurait dû implanter des usines tout partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai qu'au ras de 16 ans, il va à l'école. Quand il va avoir l'âge de travailler, il n'y a rien pour lui. On préfère laisser, pourtant, au fond des mines, il y a du charbon. Mais on dit que ça va être trop cher pour l'exploiter. Oh, on achète à l'étranger c'est moins cher. La perte de son emploi est une épreuve d'autant plus angoissante que le chômage est à l'époque peu protégé et mal indemnisé. Il n'existe que quelques centres de placement, ancêtres de la NPE, disséminés sur le territoire selon le bon vouloir du ministère du Travail. En 1967, nous étions déjà préoccupés par cette question de l'emploi. Et il faut dire que les relations sociales étaient quasiment inexistantes. Nous avions affaire à un gouvernement et un patronat qui se refusaient systématiquement à toute rencontre avec les syndicats et surtout avec la CGT qui était victime de discrimination. Et l'effervescence sociale commençait à monter. Voilà pourquoi, devant cette situation, le pouvoir de cette époque a demandé les pleins pouvoirs en ayant la volonté de résoudre ou de répondre aux questions sociales par voie autoritaire, les ordonnances. En mai 1967, le gouvernement, par l'intermédiaire de son jeune secrétaire d'État à l'emploi, Jacques Chirac, décide de créer un outil de placement moderne, l'Agence nationale pour l'emploi.
Pour cela, il tente de passer en force au Parlement en employant la procédure des ordonnances, méthode qui consiste à faire voter par les députés une loi sans qu'ils en connaissent au préalable le contenu. La méthode peut surprendre, d'autant que l'Assemblée nationale est largement favorable au gouvernement Pompidou. Monsieur le ministre, les premières ordonnances prises par le gouvernement en matière économique concernent l'emploi. Y avait-il donc urgence à prendre ces mesures? Il y avait urgence dans la mesure où l'évolution démographique, l'évolution technologique et l'évolution économique, et notamment l'ouverture des frontières, ont conduit le gouvernement à penser que le nombre de demandeurs d'emploi était susceptible de s'accroître tout naturellement dans le cadre de des mutations de notre société industrielle dans les années à venir. La parole est à M. Fontanet. L'urgence de la procédure s'explique donc par l'ouverture du marché commun prévue le 1er juillet 1968. La suppression des barrières douanières précipite la France dans une concurrence qui bouleverse une économie encore largement subordonnée à l'État. Je pense que nous avons à regretter l'absence d'un grand débat public. Franchement, est-il très sain pour l'opinion de présenter aujourd'hui le marché commun comme une sorte de père fouettard qui doit permettre de faire excuser un certain nombre de retards gouvernementaux d'hier et de forcer la main du Parlement d'aujourd'hui? Le problème de la concurrence à l'intérieur du marché commun est un problème sérieux, est un problème grave. Seulement, ce que je souhaiterais pour ma part, c'est que ceux qui s'adressent comme vous-même, qui s'adressent aux industriels, aux commerçants, à ceux qui dirigent l'économie, au lieu de leur dire « ça va mal et c'est la faute du gouvernement », leur disent « vous avez pendant 50 ans vécu à l'abri de protections inadmissibles. Pendant 50 ans, vous étiez tranquille. Chacun produisait sa petite affaire sans savoir à quel prix de revient et la vendait tranquillement avec son petit bénéfice. Il y avait de bonnes frontières douanières, il n'y avait aucune concurrence et le client français était traité comme un client qui était obligé de payer ce qu'on lui donnait au prix qu'on demandait. » C'est à ce moment-là que, d'ailleurs, avec un peu de tristesse, un certain nombre de chefs d'entreprise ont compris, que d'autres avec grande joie, mais ont compris qu'ils allaient devoir se battre avec leurs propres moyens, en espérant que l'État ne les gênerait pas trop d'ailleurs dans leurs tâches, et non plus dans une espèce de solidarité nationale qui avait ses côtés sympathiques, mais en même temps ses côtés frustrants et qui empêchait le développement économique. Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections. Ils ont plusieurs trucs. Un de leurs derniers, c'est l'automation. Nous, on appelle ça accélération des cadences. Il y a 2 ans, je me rappelle, à l'étirage, je faisais 188 cops. Aujourd'hui, j'en ai fait 244. L'ouverture des frontières menace non seulement des industries déclinantes, comme on l'a vu dans le Nord, mais elle engage le patronat dans une course à la productivité. La compétition internationale se traduit dans les ateliers par la montée des cadences. Une partie du monde ouvrier voit alors ses repères professionnels s'effondrer. L'importance du phénomène est telle qu'il n'échappe pas à la télévision de l'époque. L'ORTF y consacre même un téléfilm réalisé par Maurice Felvig. Ah, c'est quand même pas normal que des gars comme toi soient obligés de se tirer. Ça peut pas être la solution. Bah, c'est pas une solution, c'est pas une solution. T'es marrant, t'en as une toi de solution? Pas la solution. Bah tiens, t'as qu'à prendre ton histoire de machine et demande à Riton. Les 2 vieux compagnons de l'atelier 14. Il y en a un qu'on a collé à classer les fiches et l'autre au magasin. 43 aussi. Et encore parce qu'ils sont pas loin de la retraite. Ah bah alors? Alors, j'ai pas envie d'attendre qu'une machine vienne me piquer mon boulot ou tombe lourde. Ah bah les autres? Bah y a pas de mais. Oui. Dans mon école, je gagnerais peut-être moins qu'ici, d'accord. Mais je continuerai à faire mon boulot. Mais oui, il a raison. D'accord. Mais suppose que tous les professionnels deviennent des professeurs techniques adjoints. Alors,
vois bien que ça peut pas être ça, la solution. Peut-être raison, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, j'en vois pas d'autre. Tiens, ton fils, tu vas le pousser dans la mécanique? Moi, je te dis, je ferai tout pour que le mien fasse autre chose. Pourtant, quand j'ai fait môme, il y a que ça qui m'emballait. Oh non, tout mais pas ça. C'est vrai, c'est plus du boulot, quoi. T'as toujours quelqu'un sur le doigt t'asticoter. Faut faire ça en 1 heure, faire ça en 1 demi-heure, faire ça en 5 minutes, faire ça comme ci, comme ça. Merde, je connais mon boulot, je dois bien les voir sur la bécane. Puis alors, si le boulot est mal fait, ils s'en foutent. Alors ça, je peux pas l'encaisser. Justement. Justement quoi? Il doit bien y avoir une solution. Ouais, mais faut la trouver. La grève avec occupation d'usine est adoptée à l'unanimité, moins une voix. Les travailleurs manuels, intellectuels et la population exigent la satisfaction de leurs revendications. Augmentation générale des salaires. Cette période pleine d'incertitudes va finalement déboucher sur la crise de mai 68. Autant qu'une révolte étudiante, 68 est aussi et avant tout une révolte ouvrière. Quelques 9 millions de salariés en grève poussent le gouvernement et le patronat à négocier au ministère des Affaires sociales, rue de Grenelle. Il y avait les questions qui touchaient au salaire en premier lieu, et tout ce qui touchait à la réglementation du travail, aux qualifications dans différentes professions, la reconnaissance de la qualification professionnelle, la suppression des inégalités, les discriminations salariales entre les jeunes, le travail féminin aussi. Tout cela est venu en priorité dans la négociation. Mais nous avons toujours, tout de même, je le répète, mis en avant les questions de l'emploi au travers de la réduction de la durée du travail et de l'avancement de l'âge ouvrant droit à la retraite, car nous sentions bien qu'il allait y avoir, de ce point de vue, beaucoup à faire par la suite. Lorsqu'on a présenté les décisions prises en mai 68 comme ayant conduit à des conséquences économiques tout à fait néfastes, en fait, on s'est complètement trompé. On peut dater de mai 1968 et de Grenelle, par la distribution de pouvoir d'achat à laquelle on a procédé, une sorte de renaissance de la croissance en France qui a duré jusqu'à la fin de 1973. Les hausses spectaculaires du SMIC, des salaires et des prestations sociales vont entraîner une croissance non moins spectaculaire de 5 à 6% par an. En revanche, les accords de Grenelle ne règlent pas l'antagonisme entre le patronat et une partie de la classe ouvrière. La forte croissance que connaît l'économie française a même tendance à multiplier les conflits. Taxes diverses sont de plus en plus lourds. Nous avions le sentiment très vif des dégâts commis par 68, en particulier dans les rapports sociaux. Il y a un vide qui s'était installé, dramatique. Et le premier problème qui nous paraissait devoir être résolu, c'est de retisser des liens avec les organisations syndicales. Une grande partie de la classe ouvrière renforce les syndicats CGT et CFDT dans un rapport de lutte des classes avec le patronat. La télévision, pourtant soumise à une censure du pouvoir politique, s'ouvre à ce radicalisme, comme dans le cas de ce À armes égales d'octobre 70. Le film de la CGT, programmé à 20h30, juste avant le débat entre François Sérac et Georges Ségui, résume à lui seul l'état d'esprit de l'époque. Première question. À qui appartiennent les usines? De Wendel, le baron Empin, le baron Rothschild, Dassault, Jean Prouveau. Deuxième question. Qui crée dans ces usines, ces laboratoires, ces ateliers, la richesse? Les travailleurs. Troisième question. Qui en profite? Une poignée d'exploiteurs. Les capitalistes ne peuvent pas se passer
des travailleurs. Mais les travailleurs peuvent très bien se passer des capitalistes. Moi, je ne veux pas essayer de vous convaincre de renoncer au profit, à la propriété de vos entreprises. Vous ne pouvez pas me convaincre de renoncer à la grève comme recours extrême de l'action syndicale. Mais je crois que nous avons ce soir la possibilité de faire une démonstration de la volonté qui existe de part et d'autre de trouver justement des solutions négociées aux problèmes sociaux. En général, les gens souhaitent que les patrons et les syndicats ouvriers s'entendent. S'entendre, c'est un mot difficile à concevoir dans nos relations, mais désaccord. Pas si difficile. Oui, la concertation, c'est l'entente pour des projets communs. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup de projets communs entre ouvriers et patrons. Mais enfin, nous existons, nous ne pouvons pas nous ignorer. Il faut vivre. Voilà, il faut vivre. Attendant que des choses se transforment dans le sens que nous pouvons souhaiter, il faut vivre. Nous ne pouvons pas nous ignorer. Nous devons par conséquent discuter. Mais pendant que les responsables syndicaux et patronaux tentent tant bien que mal de dialoguer, la base ouvrière est plutôt dans une logique d'affrontement. Le refus d'emploi jugé dégradant et mal payé menace la productivité des entreprises et notamment celle de l'automobile. Renault voit le taux d'absentéisme de ses OS passer de 6 à 11% entre 70 et 73. Des grèves dures paralysent la production à maintes reprises. Le travail, associé au mot exploitation ou aliénation, n'est jamais autant remis en cause que durant cette période. La question du chômage n'est pas pour autant mise entre parenthèses. On constate même une augmentation substantielle du nombre des demandeurs d'emploi. La barre des 500 000 chômeurs est franchie une première fois fin 71, sans que le pays connaisse du reste la révolution. Il est vrai qu'un chômeur sur deux retrouve un travail dans un délai d'1 mois. Les demandeurs d'emploi du début des années 70 ont encore la possibilité de choisir leur travail. J'ai été voir M. Adam, il m'avait fait un papier d'aller me présenter à 8h30 comme hôtesse vendeuse. Alors je suis allée là-bas, ils m'ont mis à la boucherie. Bien, donc vous cherchez une amélioration de situation en fait. Oui, parce que c'est pas tout à fait, ça ne correspond pas du tout. Alors c'est d'emballer la viande toute la journée, et puis alors faire les ménages, et puis laver la viande, tout ça, moi ça ne m'intéresse pas. Oui. Et vous cherchez un autre travail dans... Vendeuse. Vendeuse, toujours dans... D'accord. Alors là, j'aurais peut-être une possibilité, c'est vendeuse en alimentation. Hein? Ça vous intéresserait éventuellement? La pression du chômage ne constitue pas encore une réelle menace pour la majorité des salariés, et ça favorise l'agitation sociale. De n'importe quelle région de France, venez soutenir les travailleurs de chez LIP. Soyez solidaires. Au printemps de l'année 1973, un conflit éclate dans la célèbre manufacture de montres LIP à Besançon. 1300 salariés se mettent en grève pour protester contre le dépôt de bilan de leur entreprise qui menace 480 d'entre eux. Ce conflit, qui va s'étaler sur plusieurs mois, va non seulement mobiliser une région entière, mais aussi une grande partie des Français, des syndicats et des partis de gauche. Au-delà du mouvement de protestation contre les licenciements, c'est surtout la façon de mener la grève qui va retenir l'attention. Un mot est lâché, autogestion. L'heure est encore à l'espoir de changement des formes de production. Quand on a commencé à manifester en 73, on descendait en ville, il y avait toutes les voitures qui partaient, on klaxonnait, on arrivait en ville, tout le monde regardait, tiens, voilà les LIP, et nous, on criait non au démantèlement, non au licenciement. Mais ce qu'on disait aussi, c'était la façon dont on s'était organisé dans l'usine, la démocratie, les commissions de travail où tout le monde s'inscrivait. LIP, c'était une vraie ruche où tout le monde travaillait, où tout le monde s'organisait à sa façon. Il y a eu une espèce d'insurrection qui est une insurrection de l'esprit. Parce qu'avant même de défendre leur emploi, qu'ils défendaient de fait, les LIP parlaient de défendre l'outil de travail, un professionnalisme et des qualifications. Et ils ont mené combat, non pas officiellement pour défendre leur emploi, mais pour démontrer que leur outil de travail restait viable avec eux dessus. Je crois qu'il y a une charge utopique très grande dans le conflit des LIP, que nous soutiendrons, enfin plus ou moins François Mitterrand sera très réservé. Et il faut bien le dire avec le recul, le conflit LIP laisse complètement à l'arrière-plan la grande mutation technologique de la montre à cette époque-là, c'est-à-dire le problème de la montre à quartz qui va être fabriquée à des millions d'exemplaires par les grandes manufactures japonaises. En France, il y a une production très dispersée.
Lip est la seule manufacture, mais elle produit, si je me souviens bien, 400 000 montres à l'époque. Et le problème technologique n'est absolument pas vu, il est traité en termes purement idéologiques. La lutte des Lip marque à ce point les esprits que dans les années 73 et 74 éclatent des dizaines d'autres conflits du même type, propageant dans la France entière cette idée d'autogestion. Les ouvrières de l'usine Couzeau en Vendée connaîtront pendant 109 jours de grève la liberté de travailler pour elles. Fabriquées par des ouvrières sans chef ni patron. Un après-midi, on avait reçu des informations de Lip et on s'est dit mais pourquoi est-ce qu'on ne fabriquerait pas des chemisiers. Alors on a décidé de trouver des machines, enfin on avait nos machines familiales. Et depuis, on fabrique des chemisiers piles. Travailler pour nous c'est agréable. Travailler pour nous c'est doux. Faire tout un chemisier, maintenant on est capable. Travailler pour nous c'est agréable. Travailler pour nous c'est doux. Cet espoir d'un changement de société est incarné par une gauche unie autour d'un programme commun signé en 1972 par un parti communiste fort et par un parti socialiste ambitieux. La mort de Georges Pompidou en avril 1974 déclenche des élections qui voient s'affronter au second tour le ministre de l'économie Valéry Giscard d'Estaing et le leader des socialistes François Mitterrand. L'heure est encore à l'affrontement classique droite-gauche. Il faut savoir qu'on est dans la foulée de mai 68, que l'Union de la gauche a une vertu mobilisatrice exceptionnelle. On croit qu'on va changer, comme on dit, les rapports de production, c'est-à-dire l'organisation du travail dans les usines, qu'on va aller vers un monde plus égalitaire, plus juste, plus fraternel. Il y a un souffle qu'évidemment on ne retrouve plus du tout aujourd'hui. Et je pense qu'on ne peut pas du tout parler de ces questions si on fait abstraction de ce contexte psychologique et moral. Mais voilà, pendant ces 15 ans, qu'a-t-on fait? Qu'a-t-on fait pour le peuple? Qu'a-t-on fait pour les travailleurs? Qu'a-t-on fait pour les paysans? Qu'a-t-on fait pour les ouvriers? Qu'a-t-on fait pour les commerçants? Qu'a-t-on fait pour les artisans? Qu'a-t-on fait pour les cadres? Qu'a-t-on fait pour les maîtres des sociétés internationales? Alors je vois qu'on m'a compris. Au moment où je rédige l'avant-projet de programme socialiste, on peut dire que l'emploi occupe une place très réduite. Je ne suis même pas sûr que le mot emploi y figure. Tout au plus, on signale comme insupportable l'existence de près de 500 000 chômeurs. Concernant l'emploi, vous parlez de l'emploi des jeunes. Bien, concernant l'emploi, il faut savoir que depuis 1969, c'est un chiffre très frappant, il a été créé en France, je ne dis même pas j'ai créé, je ne prétends pas du tout que ce soit moi, il a été créé en France plus d'1 200 000 emplois, c'est-à-dire plus que dans les 70 années précédentes. Et ceci a permis de maintenir en France une situation de plein emploi. Vous pouvez participer à cette campagne présidentielle en France sans parler de chômage, alors que si vous participez à une campagne électorale, par exemple en Grande-Bretagne, ce serait le problème numéro 1. Quelques mois auparavant, en octobre 1973, alors que Georges Pompidou est encore président de la République, la crise pétrolière frappe les pays occidentaux déjà affaiblis par une série de soubresauts économiques et sociaux. Les pays arabes exportateurs de pétrole vont prendre prétexte de la guerre qui oppose une nouvelle fois l'Égypte à Israël pour quadrupler le prix du pétrole. Pour faire face aux problèmes économiques entraînés par cette hausse, le gouvernement français, parant au plus pressé, annonce une série de mesures qui nous paraissent aujourd'hui quelque peu singulières. Pour réduire la consommation d'électricité, nous avons décidé d'interdire de 10 h du soir à 7 h du matin la publicité lumineuse, l'éclairage des vitrines des magasins et les illuminations des monuments publics, sauf le samedi soir et pendant la période des fêtes. Nous avons décidé d'interdire tous les jours, de 10 h du soir à 7 h du matin, l'éclairage des immeubles et en particulier des tours à usage de bureaux lorsque ces bureaux sont inoccupés. Enfin, toujours pour économiser l'électricité, nous avons demandé à l'ORTF de réexaminer ces programmes afin que la télévision interrompe ses émissions chaque soir à 11 h du soir
sauf le samedi et pendant la période des fêtes. Nous avons demandé à monsieur le ministre des Finances de bien vouloir nous recevoir. C'était Giscard d'Estaing à l'époque. Avec Ambroise Roux, je me souviens très bien, Chotard, en délégation, nous sommes allés le trouver pour lui dire, monsieur le ministre, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas laisser l'industrie française. Alors, nous avons dit, il faut effectivement apprécier les conséquences concrètes de l'augmentation, du quadruplement du prix du pétrole, et il faut mettre un plan immédiat en marche. Il y aura des opérations à faire à plus long terme, mais il faut tout de suite, par des précautions, économie d'énergie, développement des énergies non pétrolières, etc., etc. Je dois dire que nous n'avons pas été reçus d'un bon œil ou d'une bonne oreille. Ça n'a servi exactement à rien. Le gouvernement français à l'époque n'a pris aucune mesure. Mais le premier choc pétrolier n'explique pas complètement la crise. La hausse importante de l'énergie ne fait que s'ajouter aux effets de la mutation que connaît l'économie française depuis le milieu des années 60 et dont on a pu voir les effets sur l'emploi. Productivité accrue, accélération des cadences, mécanisation du travail. C'est toujours au nom de la hausse du prix du pétrole et de la forte inflation qui en découle qu'en juin 1974, le tout nouveau président de la République invite les Français à se serrer la ceinture. Il ne faut pas dissimuler la nécessité de l'effort. Cela ne sert à rien de dissimuler la nécessité de l'effort, et d'ailleurs vous savez très bien, les unes et les autres, que cet effort est nécessaire. La France a subi un prélèvement extérieur, puisqu'elle paie plus cher ce qu'elle importe, et en particulier son énergie. Il faut donc qu'au prix d'un effort, elle reconstitue sa propre substance et qu'elle assure elle-même son équilibre. C'est ce que nous allons faire. Le poids de la pensée dominante était que le choc pétrolier était un mauvais coup des Arabes, se traduisait par un prélèvement sur le revenu national et qu'il fallait économiser à due conséquence. Voilà, ça c'était ce qui était martelé en permanence, et essayer d'intégrer cette vision, cette interprétation dans une vision plus large était impossible. De mai, date de l'accession au pouvoir, jusqu'à décembre, c'était plutôt un plan de restructuration, et c'est pour ça que nous avons, en matière de crédit, en matière de monnaie, pris des mesures très, très dures, qui nous ont permis de retrouver une situation honorable sur le plan des équilibres globaux, mais le chômage a fortement dérapé, et nous sommes passés, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais nous sommes passés des environs de 4 à 500 000 demandeurs d'emploi au moment où nous avons pris le pouvoir, et on est passé à 700 000 à 800 000 en fin d'année. Et c'est cette accélération qui a inquiété tout le monde et qui a dit il faut relancer. À défaut de juguler la crise, le gouvernement de Jacques Chirac va tenter de rendre le chômage indolore. Pour cela, il va faire pression sur le patronat pour que les négociations engagées avec les syndicats sur une hausse des allocations chômage aboutissent à un accord. Le 14 octobre 1974, patronat et syndicats signent un texte largement favorable aux demandeurs d'emploi. Jusqu'ici, vous le savez, quand un travailleur perdait son emploi pour des raisons économiques, c'est-à-dire que son emploi était supprimé et qu'il était ainsi licencié, il touchait une indemnité qui était d'environ 50% de son traitement antérieur. Eh bien, ce matin a été signé un accord qui lui permettra de toucher l'intégralité pendant 1 an de son traitement antérieur. C'est donc, si vous voulez, une mesure qui, sur le plan social, a une importance considérable. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été prises pour l'indemnisation du chômage, mais pas tellement pour remédier à la crise de l'emploi. Alors nous, évidemment, comme syndicalistes, lorsqu'il y a des chômeurs, nous luttons pour que les chômeurs subissent le moins de revers possible de la situation dans laquelle ils se trouvent, et donc pour l'indemnisation. Mais ce n'est pas un idéal, l'indemnisation du chômage. L'idéal, c'est le respect du plein emploi. Au printemps 1975, le gouvernement de Jacques Chirac décide de relancer l'économie d'une manière classique. Cette fois, ce n'est plus la lutte contre l'inflation qui est privilégiée. Ce plan de relance passe tout d'abord par une embauche de plusieurs milliers de fonctionnaires. Il donne également la priorité aux entreprises, qu'elles soient privées ou publiques, en les aidant à investir. Le but de ce plan est clair, préserver l'emploi. Mais il a un coût, une augmentation de plus de 13% des dépenses de l'État. La bataille fait cependant rage à l'intérieur du gouvernement. Certains ministres sont pour maintenir la rigueur et faire payer aux salariés
le prix de la crise. Le problème, c'était est-ce qu'on accepte un certain nombre de mutations brutales, quitte à apporter des améliorations financières pour que les réformes de structure se fassent vite, ou bien est-ce qu'on essaie de prolonger les mécanismes anciens pour essayer de protéger les Français de la crise? Et j'étais le seul à penser qu'il fallait accepter les mutations brutales et aller assez vite, ce qu'ont fait les Anglais. Ce plan de relance n'empêche pas pour autant l'économie de se dégrader. L'environnement international est mauvais. Les pays occidentaux connaissent en 1975 la récession la plus grave depuis 30 ans. Le gouvernement tente alors désespérément d'endiguer la montée du chômage. Il faut par tous les moyens empêcher les industries en difficulté, comme la sidérurgie, de procéder au licenciement massif demandé par le patronat. Notre situation s'est encore aggravée depuis le mois de juillet. Nous travaillons presque partout à moins de 60% de notre capacité. Et par conséquent, logiquement, je dirais en dépit des espoirs légitimes que je fonde sur la réussite du plan gouvernemental, nous devrions procéder à des licenciements dans les semaines qui viennent. Monsieur Ferry disait « on va être obligé de licencier ». Monsieur Ferry savait très bien que l'État n'en voulait pas, d'ailleurs lui-même n'en voulait pas. Et donc pour lui, ce discours était un moyen d'avoir des aides de l'État à la sidérurgie. Donc il y avait une sorte de quasi-complicité entre le gouvernement, la chambre syndicale de la sidérurgie, les patrons, et les syndicats pour aider massivement la sidérurgie, avec en contrepartie l'obligation de ne pas licencier. C'était le deal. Et ce deal, il avait été très clairement conclu. Un million de chômeurs, c'est un choc quand on fait une campagne sur l'expansion et qu'on se retrouve avec une telle situation. 1 million de chômeurs, c'est plus un choc pour un pays comme le nôtre que le cap des 2 millions. Le cap des 2, le cap des 3 devient une habitude. Le premier million, ça a été véritablement un choc. À la télévision, le cap des 1 million de chômeurs ne passe pas non plus inaperçu. Une des émissions phares de l'époque, Les Dossiers de l'écran, consacre en janvier 1976 une soirée spéciale au chômage. Le premier reportage du réalisateur Ange Casta raconte la lutte obstinée des ouvriers de la tannerie d'Annonay en Ardèche. La fermeture de cette PME est en effet représentative de l'ampleur de la crise. La multiplication des dépôts de bilan des petites et moyennes entreprises explique la brusque hausse des demandeurs d'emploi. Mais à travers ce reportage se dessine un autre problème. Le chômage, s'il déclenche encore de la colère, entraîne peu à peu un sentiment de culpabilité. Vous savez, le licenciement collectif, ou même individuel, je pense, mais enfin, nous, c'est collectif, ça vous fait l'effet de recevoir une brique sur la tête. Parce que quand on parle, quand une entreprise travaille, on vous dit, vous avez été licencié, on y croit sans y croire. On a toujours l'espoir qu'on ne sera jamais licencié. Puis le jour où ça arrive, vous vous trouvez avec des dettes que vous avez devant vous parce que vous avez fait construire, vous avez acheté ceci ou cela. Puis du jour au lendemain, paf, vous vous trouvez rayé des gens, des travailleurs, et vous sentez on se sent diminué, il n'y a rien à faire. On est considéré comme des parias. On fait un budget avec le salaire qu'on a, et puis on se trouve à zéro, on se trouve renvoyé, on se fait traiter de fainéants. Ça ne nous plaît pas d'abord. D'abord, on n'est pas fainéants. Bien souvent, les femmes, on nous dit, vous avez qu'à louer 10 mètres de trottoir. On lutte pour avoir du travail, pour avoir une vie normale. Et qu'est-ce qu'on est, des rebuts? Le chômage, on n'a pas de merde. Bon, alors je me mets à mon bureau. Je prends mon cahier, qui n'est pas mon premier cahier malheureusement, mais qui est mon deuxième cahier. Dans un deuxième document intimiste, les dossiers de l'écran font découvrir à une large partie de la France encore préservée du chômage le quotidien d'un cadre supérieur à la recherche d'un emploi. Oui, vous me disiez que ça n'était pas le premier cahier. Qu'est-ce que vous faites sur ce cahier, avec ce cahier? Écoutez, sur ce cahier, c'est bien simple. Je note, je découpe les annonces auxquelles j'écris et je les colle avec les réponses qui me sont données. Et ça représente des réponses à combien d'annonces? Écoutez, pour l'instant, ça correspond à 268 courriers, donc 268 curriculum vitae que j'ai adressés. J'ai eu environ 260 réponses, ou 250 réponses, dans combien? 240 négatives. Pour quelle raison, ça, je n'en sais absolument rien. 240 négatives sur 260. Négatif, oui, on ne dit pas, on dit monsieur, même dans les 48 heures qui suivent la réception de la lettre, on dit monsieur, votre profil ne correspond pas.
Même si le chômage des cadres est encore quantité négligeable par rapport à celui des ouvriers, ce genre de document est révélateur de l'inquiétude ambiante. Le lendemain de l'émission, l'éditorialiste du Monde, Claude Sarraute, titrera son billet « La plaie béante du chômage ». Qu'est-ce qui est le plus difficile finalement dans cette situation de chômage dans laquelle vous vous trouvez? L'inactivité continuelle dans laquelle nous nous trouvons. Oui. J'avoue que c'est affreux. Oui. Les gens ne croient pas que... Certains disent, vous avez de la veine, vous êtes en vacances, mais c'est pas vrai du tout. Nous ne sommes pas du tout en vacances. Nous sommes toujours sur le qui-vive, dans l'espoir de pouvoir retrouver un travail, du moins pour moi. Et aujourd'hui, c'est très difficile. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable. Un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville. Malgré la gravité de la crise, le gouvernement continue de se montrer optimiste. En août 1975, Jacques Chirac évoque la sortie du tunnel. Quelques mois plus tard, Valéry Giscard d'Estaing apparaît soulagé à la télévision. L'événement le plus important de cette année, l'année 1976, n'est pas un événement politique, puisqu'il n'y a pas eu et qu'il n'y aura pas d'élection nationale. L'événement le plus important est un événement économique. C'est la reprise de l'activité économique qui signifie la fin de la crise. L'analyse qui était faite des situations économiques était principalement une analyse conjoncturelle. Je veux dire par là qu'il y avait une phase de ralentissement de l'économie, qui avait son début, le choc pétrolier, mais qui, normalement, devait avoir sa fin. Et que la fin n'était pas très éloignée. On était dans un système de cycle. Et que donc, lorsqu'on entrait dans le tunnel, forcément, on devait en sortir, et la sortie n'était pas très éloignée de l'entrée. C'était ça, le thème de la sortie du tunnel. Je viens de remettre la démission de mon gouvernement au président de la République. Le tunnel étant plus long que prévu, le Premier ministre Jacques Chirac décide de quitter le gouvernement. La thèse de la rigueur soutenue par Raymond Barre va pouvoir s'exprimer. Je crois que Raymond Barre a été en 1976 celui qui a sifflé la fin de la récréation. Il l'a fait avec son style, c'est-à-dire c'est comme ça, ça vous plaît tant mieux, ça vous plaît pas tant pis, donc un style un peu bourru et un peu dictatorial, Raymond la science, mais enfin, il a dit ce qu'il fallait dire. J'ai été obligé de dire non, ce n'est plus possible, et je ne dis pas cela pour vous faire de la peine ou pour vous faire des malheurs. Je dis cela parce que l'on va à la catastrophe si on ne reprend pas les choses en main. Il faut que nous comprenions que la raison essentielle de la situation que nous connaissons tient en une seule formule. La France vit au-dessus de ses moyens. Dès sa première allocution, Raymond Barre place l'inflation et les déficits publics en tête des maux dont souffre la France. Pour lutter contre cette inflation qui devient la cible prioritaire, le Premier ministre va s'attaquer aux hausses multiples que connaît le pays. Les prix, les déficits publics, le crédit, les revenus. Ce plan de rigueur ignore la hausse du chômage qui ne constitue plus la priorité du gouvernement. Lorsque M. Giscard d'Estaing me demande de devenir Premier ministre, les orientations qu'il me donne sont de rétablir les équilibres globaux. Cela ne voulait pas dire que nous n'étions pas sensibles à l'emploi. Mais cela signifiait qu'avant de traiter l'emploi, il fallait commencer à agir dans les autres domaines. Car c'est une thèse que j'ai toujours soutenue, qui m'a valu beaucoup d'ennuis. Mais que voulez-vous? On ne peut pas...
on ne peut pas surmonter certaines insuffisances du raisonnement. L'emploi n'est jamais un objectif unique et à part. Le chômage, la croissance, l'énergie. Bien. À l'heure actuelle, nous avons beaucoup de chômage. Et alors les économistes conseillent au gouvernement d'accélérer la croissance ici pour diminuer le chômage. Et de fait, si nous pouvions avoir une très forte croissance, une croissance à 6%, comme on avait dans les années 60, alors nous n'aurions plus de chômage. Mais alors, comme dans les années 60, notre consommation d'énergie augmenterait à nouveau de 6%, mais à l'époque, on n'y faisait pas attention. La France s'installe dans la crise. Alors la télévision tente de trouver des explications pour le plus grand nombre. À l'instar de Raymond Lascience, pour reprendre l'expression de Lionel Stoléru, certains journalistes vont manier les explications plus ou moins limpides pour convaincre les Français que le chômage est inéluctable et que c'est peut-être bon pour les économies d'énergie. Alors, si nous regardons notre futur, que va-t-il se passer? Ou bien nous aurons cette forte croissance, alors c'est vrai, il y aura beaucoup moins de chômage, mais alors, la consommation d'énergie dans le monde, et notamment la consommation de pétrole, va repartir à 5-6%, et alors, vers 85, 90, 95, nous savons que la production ne pourra plus faire face à la demande. La politique de rigueur de Raymond Barre n'a pas tous les effets escomptés. Elle n'empêche pas l'inflation de stagner autour des 10%. Elle n'évite pas non plus la hausse inexorable du chômage. Pour faire face à cette nouvelle dégradation de l'emploi, Raymond Barre va lancer de 1977 à 1979 3 pactes nationaux pour l'emploi. La cible prioritaire de ces plans sera les jeunes qui sont à l'époque les principales victimes de la crise. Près d'un chômeur sur 2 a en effet moins de 25 ans. Pour tenter de les insérer dans les entreprises, le gouvernement lance les fameux stages Barre. Ils ont été baptisés, je veux dire affublés, si vous me permettez, du nom de stage parking. En fait, c'était l'idée que plutôt que des jeunes ne fassent rien, d'utiliser les temps pendant lesquels ils étaient disponibles pour améliorer leur formation. J'ajouterais que c'est ce qui s'est passé au cours de toutes les années suivantes, puisque nous savons que l'âge des rentrées des jeunes dans la vie active a constamment reculé, et que ça a été l'une des conséquences du phénomène du chômage. Et c'était l'idée qu'il valait mieux qu'ils soient employés à être formés, même pas très bien formés, plutôt qu'à ne rien faire. À la fin de 1978, quelques mois après la victoire de la droite aux élections législatives, le gouvernement de Raymond Barre va entreprendre la restructuration de certaines branches industrielles. L'économie française est encore largement dominée par son industrie lourde, qui se trouve alors menacée à la fois par la crise et la compétition internationale. La sidérurgie, longtemps sous perfusion, va être la première concernée par près de 20 000 suppressions d'emplois. Son déclin marque symboliquement celui du monde ouvrier. Bonsoir. La nuit, on peut voir 3 grosses lettres clignotées au-dessus de Longwy, dans le nord de la Lorraine. Ce ne sont pas des illuminations de Noël, loin de là, c'est au contraire un message de détresse. SOS. Ces 3 lettres, larges d'1 mètre, ont été hissées au sommet du crassier de Longwy, à 110 mètres de hauteur. On les voit, ces lettres, à plusieurs kilomètres à la ronde. Ce sont des militants de la CGT qui les ont placées là. Longwy ne veut pas mourir, disent-ils, mais ils le craignent pourtant. Comme la sidérurgie ne cessait d'être en perte, qu'elle empruntait sans cesse des emprunts sidérurgiques pour financer des investissements dont on se rendait bien compte qu'ils n'avaient plus aucun intérêt. Il fallait commencer par une restructuration. L'annonce des fermetures d'usines va déclencher un véritable électrochoc dans les 2 régions les plus touchées, la Lorraine et le Nord. La fin de l'année 1978 et le début de 1979 seront marqués par des manifestations quotidiennes de protestation et de colère. Mais cette fois-ci, le sort de milliers de sidérurgistes est réglé et les pouvoirs publics et les employeurs ne reculeront pas. La lutte va très vite céder la place au désespoir. J'ai discuté longtemps. Et la Fédération de la métallurgie CFDT, comme moi, avec Raymond Barre, souvent sur cette question. Et il voyait bien clair. Il disait, on va accumuler des dizaines de milliards de francs de coûts pour retarder l'inéluctable. Il faut transformer la sidérurgie, la moderniser. Et donc,
diminuer massivement les effectifs en raison du développement de l'acier dans le tiers-monde, etc. Et donc, il faut penser tout de suite à qu'est-ce qu'on fait en Lorraine et dans le Nord. Donc, il avait ce discours très clair. Mais tout le monde, je dirais autour ou presque, disait bon, on a le temps, doucement, prenons des solutions. En gros, la concurrence laissera le temps. Ça dramatise de façon exagérée. On peut défendre tout cela. Un peu tout le monde, et notamment dans les régions concernées. C'était le statu quo. Donc, Barre avait raison sur le fond. Un plan social longuement négocié va permettre aux plus âgés de ne pas être directement licenciés. Ils seront mis d'autorité en pré-retraite. Cette mesure, ajoutée à d'autres, comme les primes au départ, aura pour effet de calmer un tant soit peu les esprits. Mais, loin des projecteurs de l'actualité, l'onde de choc continuera à détruire lentement toute une génération d'ouvriers habitués au labeur. La télévision des années giscardiennes se gardera bien de raconter le bouleversement vécu par ces hommes devenus vieux trop tôt. Ce n'est qu'après la victoire de François Mitterrand en 1981 qu'Antenne 2 diffuse le documentaire de Daniel Carlin, tourné quelques mois plus tôt. Quand on m'a dit ça, moi qu'il fallait que je m'en aille, oh, ça m'a fait un choc, c'est terrible. Vous attendiez ou pas? Comment? Vous vous y attendiez ou pas? Ben, on entendait des bruits. Mais de la réalité, et la réalité est bienvenue. Un beau jour, le contremaître me dit, Gaby, il va falloir que tu ailles au grand bureau. Oh, quoi faire? C'est fini. Tu vas rester chez toi. Oh là là. J'aurais pu avoir la camionnette pour y aller. Non, j'y étais à pied. Et je ruminais. Je dis, ça y est, je suis foutu. Je suis foutu. Rester à la maison, quoi faire? Vous aviez quel âge? 57 ans et 7 mois. Quand je vois l'usine qui était, et puis l'usine d'aujourd'hui, on dirait que la guerre a passé. Il n'y a que quoi, 2-3 chantiers qui travaillent, les hauts fourneaux. À Snell, là, il y a le train-fil. Il y a... Mais c'est fou cette expression, on dirait que la guerre a passé. Ouais, parce que, ayant vu la guerre, où la guerre a passé, il ne reste plus rien. Il me semble que c'est pareil. Moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis rentré. Mon mari dit qu'il a Je suis été pas foutu à rentré. la porte. Ils m'ont foutu à la porte. Alors, de but en blanc, ils me foutent à la porte, et l'autre, il me dit, t'es retraité. Mais non, je suis pas retraité. M'a dégagé. On essaye de pas y penser. Après, c'est vrai, bon, on dit, bon, comme le gars, il dit, oh, je suis bien. On est bien, parce qu'on est obligé de dire que, il n'y a pas d'autre mot, on est obligé de dire que c'est bien. Il aurait dû y avoir une réaction syndicale plus unitaire. Si nous avions retrouvé en 78-79 une unité semblable à celle que nous avions réussi à faire avec la CFDT et les autres, et par voie de conséquence les autres organisations syndicales, avant 68 et au moment 68, nous aurions résisté sûrement avec beaucoup plus d'efficacité à cette catastrophe économique. Le pic des 1,5 million de chômeurs commence à entamer le moral des salariés. Les luttes deviennent plus difficiles, comme ici à l'usine Alstom de Saint-Ouen. Après 43 jours de lutte, le réalisateur Jean-Pierre Thorne ne peut que constater l'impasse de la grève. Un film que la télévision se gardera bien de montrer. Il faut absolument qu'on décroche quelque chose dans cette grève, parce que je ne vois pas après ce qu'on pourrait faire pour défendre nos revendications. Si aujourd'hui on n'arrive pas à se battre à mort pour décrocher nos revendications, la rentrée sera difficile, les copains. Il faut se battre à mort, là, hein. L'élection présidentielle de 1981 constitue maintenant l'unique horizon pour des centaines de milliers de chômeurs et pour tous ceux qui désirent un changement de politique économique. Le second tour oppose à nouveau, comme en 1974, François Mitterrand à Valéry Giscard d'Estaing. Mais cette fois-ci, le chômage est au cœur du débat. Le chômage montait. Hein. Nous étions à 1 500 000 avant les élections de 81. Tous les partis politiques menaient campagne contre le chômage. C'était la question numéro 1. Et je crois qu'il y avait une grande espérance dans les milieux populaires qui étaient frappés, évidemment, les premiers par le chômage, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Ils pensaient que seule la gauche pouvait régler ce problème. Et ils ont mis tous leurs espoirs, effectivement,
dans le vote en faveur de François Mitterrand au second tour pour vaincre le chômage. Je crois que c'était la question des questions qui dominaient toutes les autres. Sur la lancée de la victoire, le gouvernement de Pierre Mauroy accorde à son électorat quelques mesures d'ordre social. Hausse du SMIC de 10%, relèvement de l'allocation vieillesse et des allocations familiales. Mais très vite, le tout nouveau Premier ministre va devoir s'atteler à une autre tâche, bien plus ardue. Votre objectif prioritaire, c'est combattre le chômage. Moi, je suis Premier ministre du gouvernement, je me considère comme un chef de guerre contre le chômage. Nous allons entrer en guerre contre le chômage. Dès septembre 1981, Pierre Mauroy va mettre au point un plan d'action contre le chômage qui comportera deux axes principaux. D'abord, inciter les entreprises à embaucher en leur octroyant une série d'aides. Ensuite, et c'est ce qui est nouveau, favoriser le partage du travail en instituant la semaine de 39 heures et la retraite à 60 ans. Ce plan emploi, préparé par des économistes proches de la gauche, a pour ambition de stopper la montée du chômage, voire de l'éradiquer. Au moins, les Français verront que le gouvernement se bat contre le chômage. Alors ce que je pense, c'est que ça durera bien sûr un certain nombre de mois, mais nous finirons par inverser la tendance. Quand ? Et je suis persuadé que, moi je pense à la fin de l'année, la fin de l'année 82, printemps 83, nous devrions avoir inversé la tendance. Une inversion très nette. Le cap des 2 200 000 chômeurs est atteint au début 1983. La tâche de la gauche va se révéler plus compliquée que prévu. L'histoire du chômage ne s'arrête pas là.